de s'investir dans une démarche, dans une certification. Si à un moment donné on arrête tout, ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà, je vous remercie. Donc alors soit vous pouvez me poser des questions, je ne sais pas du tout combien de temps a duré ma présentation, soit on enchaîne sur la vision. On peut enchaîner et puis on fera les on fera après. Ouais. Alors, je rappelle, je suis désolée, dans 10 minutes je peux repartir. C'est pas parce que ce sera pas intéressant, hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà. Mais je regarderai la projection filmée. Donc, je vais me présenter. Tout d'abord, merci à Virginie. Et finalement, nos interventions vont être tout à fait complémentaires. Donc, juste une présentation. Donc, Stéphane Mathieu. Donc, je suis au groupe AFNOR depuis bientôt 17 ans. J'ai un vécu de normalisateur, puisque j'étais responsable des commissions de normalisation ISO 14001 lorsque la norme ISO 14000 a été publiée. Puis, j'ai suivi tout le process de révision de la norme ISO 9000 version 2000. Qui était à l'époque une révolution, puisque la norme, je dirais, devenait enfin managériale. Et puis, donc, j'ai suivi également les discussions internationales sur faut-il ou non normaliser les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. Et effectivement, il n'y a pas de norme ISO 18001. Il y a une norme britannique, BS OHSAS 2001, et puis les principes directeurs ILO. Et donc, j'avais suivi toutes ces discussions. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, je suis directeur du réseau régional du groupe AFNOR pour l'ensemble de la France. Puis, donc, désolé, je suis cumulard, je sais que ce n'est pas très tendance. Je suis également délégué sur la région Aquitaine. Alors, donc merci à Gère et merci à Adour pour me permettre de partager avec vous quelques réflexions sur effectivement la certification. Est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui? De façon un peu provocatrice, j'ai souhaité aborder cette présentation et amorcer un débat avec vous. Parce que c'est vrai que finalement, on a plus souvent des critiques que des louanges sur la certification. Alors, je dirais, c'est très franco-français. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit que si on se pose la question autrement, est-ce que finalement, en France, nous avons une culture de la reconnaissance collective? On peut aborder aussi le débat de cette manière-là. Si on se compare par rapport à d'autres pays, très sincèrement, on a un déficit de culture de la reconnaissance collective. Et une certification, c'est avant tout une démarche de reconnaissance collective. Alors, ça c'était un petit préambule. Juste se présenter l'AFNOR en un transparent. Donc c'est 4 grands métiers, dont 2 qui sont historiques. Donc la normalisation, donc ça c'est une mission qui est d'intérêt général, qui nous a été confiée par l'État il y a un certain nombre d'années, qui consiste à animer le système français de normalisation et qui permet donc de mettre au point toutes ces normes. On a à peu près aujourd'hui 30 000 normes en vigueur. Et ce qui est important de préciser, parce que souvent il y a des idées reçues sur les normes, c'est obligatoire, c'est fait par... les normes sont réglementaires, les normes sont étatiques. Non, les normes sont d'application volontaire et elles sont mises au point donc, par un réseau d'experts, qui sont issus donc, du monde des professionnels, du monde des pouvoirs publics et du monde de la société civile. Donc on a à peu près 2000 normes publiées par an. Ça c'est quelques chiffres et à peu près donc 1000 commissions actives. Bon, je passe les autres métiers que sont l'édition et l'information, vous avez les données. Et puis on va dire le deuxième métier historique, c'est la certification, et ça va permettre de faire un lien avec notre sujet de ce soir. Certification, donc on certifie aussi bien le système de management des entreprises que des produits. La marque NF, c'est la propriété de l'AFNOR, que des services. Là aussi, on a la marque NF. Ici, nous sommes ravis d'être accueillis dans un établissement, une pépinière qui est certifiée NF Service, n'est-ce pas? On certifie également des compétences. Comment? Et ISO 9000. Et ISO 9000, tout à fait. Oui, mais BVQI. Oui, mais ça, bon, personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait, mais ce n'est pas l'objet de notre débat de ce soir. Au même titre qu'on s'appuie sur des experts pour animer notre système français de normalisation, on s'appuie également sur un réseau d'auditeurs, c'est ce qui fait notre force et notre richesse. Plus de 1500 auditeurs en France et au niveau international, donc
œuvrent je dirais, les systèmes de certification. Donc ça, c'était juste une petite présentation. Alors, juste peut-être en préambule, donc se poser la question, finalement, la certification, de quoi parle-t-on? Je pense qu'il est toujours opportun de se reposer la question sur, finalement, sur quel principe repose la certification. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a tous le réflexe d'aller sur Wikipédia, et donc je me suis amusé d'aller voir sur Wikipédia comment on définit la certification. Et quand vous tapez sur Wikipédia, voilà ce qu'on vous sort. La certification est en droit un processus écrit d'assurance, gage de crédibilité et confiance. Alors, bon, ça, je trouve que cette définition elle est formidable parce qu'elle fait ressortir au moins 3 mots-clés. La notion effectivement d'assurance, la notion de crédibilité et la notion de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul, nous sommes malheureusement dans un contexte de crise dont on ne connaît pas la fin. Est-ce que, si on se pose la question finalement, que recherchent aujourd'hui les opérateurs économiques, que ce soit, je veux dire, les donneurs d'ordre, que ce soit, je veux dire, les collectivités territoriales qui peuvent financer des projets d'investissement, ils recherchent tout simplement des sources de confiance. Et la certification, en soi, est une source de confiance, à condition qu'elle soit menée de façon sérieuse. Si on pose effectivement une définition plus normative de ce qu'est la certification, on mentionne que la certification, c'est une activité par laquelle un organisme reconnu, BIP des parties en cause, donne une assurance écrite comme produit, une organisation, un service, un système de management, une compétence et conforme à des exigences spécifiées. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais c'est l'heure effectivement de questions pour un champion, donc il faut deviner le mot qui manque pour que la définition soit complète. Quel est le mot manquant par rapport à cette définition? Lorsqu'on parle effectivement d'une activité, virgule, bip bip, des parties en cause. Quel est le mot-clé qui caractérise finalement le processus de certification? Encore 30. Excellent, bravo. Voilà, monsieur mérite de garder sa certification. Voilà, donc effectivement, c'est la notion d'indépendance qui garantit la crédibilité du processus. Et c'est pour ça que souvent on parle de certification par tierce partie, parce que finalement, l'organisme de certification, donc tierce partie, sera indépendant donc de celui qui va être certifié, mais aussi du prescripteur, du donneur d'ordre. Donc il faut éviter bien sûr tout conflit d'intérêts. Alors, la crédibilité, du processus de certification, et donc du certificateur qui anime ce processus, sera aussi assurée par ce qu'on appelle l'accréditation. C'est-à-dire que les organismes certificateurs, si on veut, qu'ils soient reconnus et crédibles, il faut qu'eux-mêmes puissent être certifiés. Alors, on ne parle pas de certification, on parle d'accréditation. Et donc, c'est là où on va s'assurer que non seulement le certificateur est compétent dans son métier de certificateur, mais qu'il est aussi impartial et indépendant. Alors, en France, nous avons de la chance parce qu'il n'existe qu'un organisme d'accréditation, le COFRAC, mais dans d'autres pays, il y a multiples organismes accréditeurs, ce qui ne simplifie pas les choses. Pour comprendre comment tout ça fonctionne, donc nous avons effectivement multiples certifications, des certifications de produits, des certifications de services, des certifications de système de management, mais aussi des certifications de compétences, que ce soit par exemple dans des fonctions qualité, comme certification de compétences pour les auditeurs qualité, alors, soit effectivement par des auditeurs qualité qui viennent réaliser les audits de certification tierce partie, soit on a effectivement, comme Virginie l'a cité, dans les systèmes de management et dans les exigences des normes 9001, 14000, etc., vous devez pratiquer des audits internes. Pour pratiquer des audits internes, il faut des auditeurs internes, qualité ou sécurité environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez, nous avons plus de 30 000 entreprises certifiées en France, et qu'en moyenne, une entreprise a formé entre 3 et 5 auditeurs internes. Donc on a un gisement d'auditeurs internes qualité, avec un capital, d'audit incroyable qui a été réalisé au cours de nombreuses années. Et donc on offre la possibilité, par exemple, pour ces auditeurs qualité internes, de valoriser donc, tout ce capital acquis par le biais d'une certification de compétences. Voilà. Et donc, les organismes certificateurs peuvent donc être accrédités. Et donc en France, c'est le COFRAC. Quand je dis peuvent être accrédités, il est important de repréciser que toutes ces démarches-là sont d'application volontaire. Les normes sont d'application volontaire. La certification, qui est finalement le processus comme quoi je respecte une norme, c'est d'application volontaire. Et l'accréditation, c'est d'application volontaire. Je dis bien volontaire
par rapport, je dirais, à une application obligatoire au sens de la loi. Alors, si ce n'est pas la loi qui impose effectivement la certification, c'est le marché, on l'a évoqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises qui s'engagent dans la certification d'entreprise le font par obligation contractuelle. Alors, une petite information, il y a quelques années, on avait mené une étude, et c'est vrai qu'on avait dressé 3 typologies d'entreprises certifiées. Celles qui l'ont fait parce que le marché l'a imposé, bon, dont acte. Deuxième catégorie, celles qui l'ont fait de façon purement volontaire, mais on va dire le projet était porté par le responsable qualité, le responsable QSE, et on va dire il s'est un peu battu, hein, donc il était vraiment persévérant, mais bon, il a fallu qu'il se batte, notamment par rapport à sa direction, par rapport au personnel. Mais bon, comme il est courageux et persévérant, il a réussi effectivement à mettre en place sa démarche. Et troisième catégorie, donc, c'est les démarches qualité impulsées réellement par l'interne et portées par la direction. Hein, le big boss qui dit OK, on y va. Et là, donc, effectivement, il s'engage, il s'implique, hein, et il montre l'exemple. Donc là, c'est la troisième catégorie. Imaginez la pyramide que vous a montré Virginie, ben, on a à peu près la même proportion. C'est-à-dire 60% des entreprises certifiées l'ont fait sous la contrainte, hein, sous le marché. 30% elles l'ont fait de façon volontaire, mais on va dire c'est la fonction QSE qui l'a porté. Et puis donc 10%, hein, à peu près à la louche, hein, ça a été porté par la direction de l'entreprise. Et donc, par rapport à ces 3 typologies, on a démontré que le niveau de performance QSE était, je veux dire, inversement proportionnel. Au plus, effectivement, je veux dire, la démarche est purement volontaire, au plus, le niveau d'obtention de résultats, qualité, sécurité, environnement est meilleur. Donc ça, c'est intéressant, je veux dire, à prendre en compte. Bon, effectivement, si je prends l'exemple de l'AFNOR, on certifie plein de choses, hein, donc produits, services, la qualité écologique d'un produit, un F environnement et l'écolabel. Hein. Les compétences, on l'a vu, puis je pense que c'est génial que SOCOA puisse être là, parce que au-delà de la certification, aujourd'hui, on se pose la question, finalement, quel est le meilleur système de reconnaissance adapté par rapport à une entreprise qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution. Effectivement, elle est entourée par une constellation de parties prenantes. Alors oui, effectivement, la certification ISO 9001, c'est une preuve comme quoi je respecte mes engagements vis-à-vis de mes clients, hein, que je suis capable de fournir des produits, des services conformes à ces exigences. Oui, OSHAS 2001, la certification OSHAS 2001 ou ILO SH 2001, je démontre que je suis capable de prévenir les risques professionnels et réduire mes accidents de travail. Mais, et puis ISO 14001, bon, idem par rapport, j'allais dire, au risque de pollution. Donc je suis capable de démontrer que de par la maîtrise de mes activités, je maîtrise mes risques environnementaux. Mais l'entreprise ne fait pas de la qualité le lundi, de la sécurité le mardi, de l'environnement le mercredi, puis bon, après on fera ce qu'on veut. Non, l'entreprise, effectivement, manage ses activités au quotidien avec donc toutes ces parties prenantes qui ont des enjeux, des préoccupations à caractère économique, à caractère social, à caractère environnemental, qu'il faut, je dirais, prendre en compte de façon équilibrée. Et c'est vrai que les démarches type AFAC 26000 s'inscrivent dans cette logique-là. Et là, la reconnaissance n'est pas la certification, c'est plus l'évaluation de la maturité, parce que être certifié, finalement, on est dans une logique un peu binaire. Hein, c'est je suis conforme, je ne suis pas conforme. Je suis bon, je ne suis pas bon. Hein, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors que quand vous êtes dans une démarche d'excellence de développement durable, ça peut être, je dirais, c'est dangereux d'affirmer que je suis pleinement développement durable ou pas développement durable. Hein, forcément, on est sur une échelle, je dirais, graduée, qui va tendre vers l'excellence, sachant que l'excellence, on ne l'obtient pas. Donc, bon, ça, je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué, Virginie, c'était parfait. Je peut-être juste, en termes, elle a évoqué, je dirais, le découpage du PDCA en synthétisant, je dirais, les principales étapes de la démarche impulsée par Enor System Management. On peut retraduire le PDCA en verbes simples, hein, qui sont encore peut-être plus parlants pour le manager d'entreprise. Effectivement, tout plan, c'est prévoir. Hein, mais pour prévoir, il faut écouter le marché, il faut écouter les besoins et attentes de nos clients, aujourd'hui, demain, ceux de nos personnels, etc. Donc, je ne peux pas effectivement planifier, définir une politique si je n'ai pas un système d'écoute pertinent, adapté, voire évolutif. Voilà. Tout doux, effectivement, il faut respecter les règles. Hein, on s'est défini une politique, des objectifs. Bon, voilà, il faut les appliquer, il faut les déployer, pardon. Appliquer les règles, puis maîtriser, c'est bien faire du premier coup à chaque coup. Hein, effectivement, on cherche à chaque fois le zéro défaut ou le zéro pollution, le zéro accident,
les zéro impasse, et puis bon, donnant un peu d'humanisme dans ces démarches-là, le zéro mépris. Hein, c'est vrai que finalement, ces démarches-là n'ont de sens, effectivement, que si elles sont réellement participatives, et si elles prennent, je dirais, le facteur humain au cœur de la démarche. Puis après, je passe, effectivement, vérifier, mesurer, analyser. Et puis le acte, souvent, c'est là où on est un peu, j'allais dire, on a des lacunes hein, dans nos entreprises. Le to act, on a du mal effectivement à être dans une culture d'amélioration continue permanente et spontanée. Hein, même si effectivement les systèmes ISO prescrivent des actions correctives, des actions préventives, certes, mais néanmoins, j'allais dire, l'amélioration continue spontanée issue de suggestions, issue, je dirais, de la créativité du terrain, c'est pas si répandu que ça. Et puis on a aussi des faiblesses hein, sur la capitalisation d'expérience. Je crois que surtout maintenant hein, qu'on fonctionne par projet avec une accélération des projets, une accélération des développements, on ne prend plus le temps de capitaliser nos expériences, nos projets, hein, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, les réussites, les échecs, etc. Bon. Ça, c'est une faiblesse que je voudrais partager avec vous. Donc ça a été vu. Rappelez effectivement que la certification, c'est un processus finalement qui est quasiment continu. Effectivement, on pose la question de la réversibilité de la certification, certes. Ce qu'il faut comprendre quand vous êtes certifié, c'est que vous êtes engagé dans un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque je me fais certifier la toute première fois, je crois que l'audit aura pour finalité de s'assurer que déjà vous répondez aux règles, vous répondez aux exigences. Donc effectivement, on est plus câblé sur une évaluation de conformité. Est-ce que votre système de management répond aux exigences de la norme? Okay. Et est-ce que ce que vous avez mis en place hein, est parfaitement conforme aux exigences normatives? Voilà. Et puis, au fur et à mesure, hein, donc première année, on est audité, on est complet, et puis effectivement, le système de certification, le système de management, hein, c'est un cycle de 3 ans. Donc l'année suivante et l'année N+2, on réalise ce qu'on appelle des audits de suivi. Ça sera sur une durée plus courte. Hein. Si par exemple la première année, ça s'est fait pendant 3 jours à 2 auditeurs, la deuxième année, l'année suivie 1, ça se fera pendant 2 jours à 1 auditeur, hein, par exemple. Et là, en fait, on va commencer réellement à s'intéresser dans le système de certification, je veux dire, au gisement de progrès. Hein, à l'efficacité finalement apportée par le système management. Est-ce qu'effectivement vos indicateurs traduisent une amélioration de la satisfaction de vos clients? Est-ce que vos indicateurs traduisent par exemple la réduction de vos coûts de non-qualité, etc., etc. Idem pour l'environnement et la sécurité. Donc l'auditeur en fait il a cette approche-là. Hein, il vous suit pendant 3 ans et lui donc sa mission et sa responsabilité surtout, c'est de s'assurer effectivement qu'au cours du temps, le système de management hein, permet effectivement d'obtenir ces améliorations escomptées. Voilà. Donc ça, c'est fondamental de préciser. Principe d'indépendance, hein, il est bon de rappeler qu'une fois qu'on a passé un premier cycle, on passe à un deuxième cycle et on change les auditeurs. Parce qu'effectivement, le principe de l'œil neuf, etc., c'est bien, mais il peut y avoir aussi le risque d'une accoutumance. Hein. Alors, on est dans un système assez flexible, donc les entreprises peuvent demander une dérogation et avoir le même auditeur sur un deuxième cycle pendant 3 ans. Mais bon, hein, il y a une dérogation seulement sur un cycle. Voilà. Bon, ça je passe, hein, mais c'est toujours bon de savoir finalement pourquoi les entreprises qui se font certifier, pourquoi elles le font, hein, et quelles sont les motivations. Ce qui ressort, quel que soit le système, j'allais dire de façon significative, c'est la recherche de l'amélioration de l'efficacité. Hein, effectivement, en étant certifié QSE, je recherche des clients plus satisfaits, donc ça veut dire que ça impacte sur la fidélisation, donc le réachat, etc. Effectivement, je cherche à améliorer mes performances environnementales par une meilleure valorisation des déchets, par effectivement une démarche organisée pour mieux économiser mes factures d'énergie, etc. Bon. Donc ça, c'est classique, mais après, bien sûr, selon les types de certification, par exemple, effectivement, l'environnement, hein, on voit que le côté image hein, est quand même plus porteur hein, que la qualité, parce que la qualité, c'est aussi un peu banalisé. Mais néanmoins, on va voir qu'on revient de plus en plus aux fondamentaux,
hein, surtout aujourd'hui, hein, où on essaie de se donner de nouveaux repères dans les organisations. Alors, peut-on se passer la certification? C'est une bonne question. Bon, ça, c'est une photo qui est pratiquement invisible, mais c'était une photocopie scannée d'un. Mais je l'ai prise enfin, comment dire, il y a une dizaine d'années parce que ça m'avait interpellé, voire choqué. En fait, c'est un camp de réfugiés vietnamiens en Australie, certifié zone HPA. Voilà. Alors, on se dit, oui, c'est une organisation, oui, il y a des activités, et oui, il y a des clients. Si on veut raisonner de façon, on va dire, extrême. Les prisons sont certifiées. Comment? Les prisons sont certifiées. Oui, les prisons sont certifiées, alors sur des engagements de service, etc. Après, c'est vrai que là, bon, on est certifié zone nationale, on se dit, mais oui, on peut tout certifier, mais jusqu'où faut-il aller? Bon. D'autre part, il y a des distorsions, des dérives. Moi, j'avais fait quelques missions dans les pays de l'Est il y a une douzaine d'années, puis bon, quand j'étais allé en Hongrie, on me dit, ah oui, bon, la certification ISO 9000 explose. En plus, j'allais dire, c'est génial parce que ça coûte pas cher et on ne fait pas d'audit. Hein, en gros, en fait, c'est des certifications qui sont délivrées à distance, hein, par déclaration, par dépôt de dossier. Bon. Et c'est ISO 9000, hein, certification ISO 9000. Bon, voilà. Et c'est vrai que, je me rappelle, l'ISO, lorsqu'on a publié la version 2000, hein, il y avait en gros titre de la revue ISO Focus, il avait dit, oui, il faut absolument que les certificateurs se polissent. Alors, c'est une mauvaise traduction, mais en gros, que les certificateurs doivent se prendre en charge et éviter un peu des dérives notoires d'attribution de certification à des organisations sans faire d'audit, ou alors la délivrance de certification de complaisance. Hein. Donc ça a été effectivement mis en avant en disant, qui est responsable? Ben, tout le monde. Hein. Que les donneurs d'ordre, avec une position quand même très ambiguë, parce que la certification ISO 9000 a été quand même créée par les donneurs d'ordre. Hein, il faut bien le rappeler. Et à l'origine, effectivement, on a lancé la certification ISO 9000 pour diminuer, hein, les audits de seconde partie qui étaient, j'allais dire, qui étaient je dirais, de plus en plus insupportable pour les fournisseurs parce que ça se démultipliait à droite à gauche. Et finalement, on s'aperçoit qu'on revient un peu à l'envers. Bon, donc il faut quand même se poser la question de la responsabilité des donneurs d'ordre. Les normalisateurs, souvent on dit, bah oui, les normes, c'est pas très clair, c'est pas très lisible, c'est un peu rébarbatif, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre une norme. Bon, les auditeurs, effectivement, parfois, qui peuvent être un peu extrémistes, hein, on a connu la période des auditeurs qui étaient à fond système documentaire, après les auditeurs qui étaient à fond métrologie, etc. Maintenant, on a des auditeurs qui sont à fond indicateurs, à fond processus. Donc, effectivement, il faut être vigilant et il faut savoir driver les auditeurs. Voilà. Après, on peut se poser la question, mais oui, mais si on supprime la certification de tierce partie, ça veut dire effectivement, à ce niveau-là, tout le monde va s'auto-certifier, va s'auto-déclarer. Et là, bon, je vais dire, on ouvre la boîte de Pandore. Et donc, les systèmes d'autolabellisation ont toujours connu leurs limites parce que finalement, je vais dire, quelle sera la crédibilité lorsque je vais dire, je suis moi-même certifié. Hein, il faut voir par exemple aujourd'hui les dérives de l'autodéclaration par rapport au marquage CE, puisque c'est bientôt l'arrivée de Noël. Hein, donc les jouets, hein, qu'on va offrir à nos chers neveux, à nos chers cousins, à nos chers enfants, hein, doivent avoir obligatoirement le marquage CE, qui est un marquage réglementaire, et pour les jouets, en fait, c'est le fabricant qui appose le CE, hein, qui autodéclare que son équipement est conforme aux exigences réglementaires imposées définies dans la directive européenne. Hein, aujourd'hui, les jouets qui sont circulés, que vous allez acheter très prochainement dans les magasins, hein, un jouet sur 4 est non conforme, ne respecte pas la réglementation, et pourtant ils sont commercialisés en France. Donc voilà, ils sont commercialisés et ils font l'objet d'une autodéclaration de la part des fabricants. Bon, je pense que oui, la certification peut être parfois décriée, mais peut-être on a perdu de vue que, un, c'est un outil, et comme tout outil, ça peut avoir ses limites, que deux, effectivement, la certification n'est pas une fin en soi, et que finalement, on a peut-être oublié aussi donc, tout ce que ça peut apporter. Hein, effectivement, c'est un passeport, je veux dire, et dans certaines filières, celui qui n'est pas certifié, bon, c'est même pas la peine de prétendre à certains marchés, que ce soit au niveau national ou international. Ça permet effectivement de s'étalonner parce qu'il y a tout ce système d'évaluation et de mesure donc, qui permet de suivre, je dirais, les résultats d'amélioration continue.